touche, c'est que j'enseigne l'acupuncture, mais sans aiguille. C'est-à-dire qu'on peut... Acupressure. C'est mieux que ça encore. Parce qu'acupression, c'est une sorte d'acupuncture aussi, sur soi. Mais l'acupression, c'est pour des symptômes bénins. Oui. Mais l'acupuncture, c'est quelque chose qu'on touche seulement. Parce que notre corps, en fait, notre corps, c'est l'univers qu'on appelle le microcosme. Nous tous soyons dans cette pièce-là, et tout autour de nous, c'est l'univers aussi, mais c'est le macrocosme qu'on voit, qu'on peut voir. Mais tout ce qui est microcosme, on ne voit pas. Et tout à l'heure, Bernard il a bien dit que je vois comme Thomas Saint-Thomas, si je vois, je le crois. Mais en fait, exactement comme Madame vous a dit, le mental. Le mental nous donne cette illusion qu'on doit voir pour croire. Non, pas du tout. Vous voyez, quand j'enseigne l'acupuncture sans aiguille, c'est la cartouche, c'est ce qu'on appelle apprendre cette science qui est depuis 6000 ans. Une science de l'Orient, et cette science a été, jusqu'à maintenant, monopolisée par les acupuncteurs. Et quand je trouve injuste que je vois des gens qui sont incurables, qui, surtout des célébrités, et bien sûr maintenant, parlons de l'ignorance. En fait, monsieur a parlé du terme Bouddha. En fait, nous sommes tous Bouddha. Et d'abord, il faut comprendre la définition du Bouddha. Parce qu'on a cette une conception erronée en pensant que Bouddha c'est un dieu. Non. La définition du Bouddha, c'est être éveillé à la loi de l'univers. Il faut comprendre ça. Je dis que nous sommes tous Bouddhas, on est 7 milliards d'êtres humains, 7 milliards de Bouddhas. Potentiel. Potentiel, voilà. C'est ce que j'allais dire, potentiel. Sinon, le monde irait un peu mieux si on était vraiment réalisé. Alors, si on est éveillé à cette loi de l'univers, et que l'univers est en nous, c'est-à-dire quoi? En nous, nous avons le poids de l'univers, nous avons toutes les solutions. Il n'y a pas de solution dehors, il n'y a pas de bonheur dehors. Il y a tous en nous. Alors, il faut, d'après vous, le bouddhisme tibétain, c'est la compassion et la méditation. Alors, vous avez mentionné le grand véhicule et le petit véhicule. Alors, il faut comprendre, en nous, nous avons la solution. Mais quand je parle de Bouddha, c'est-à-dire que nous devons savoir comment activer le Bouddha qui est en nous. Et ce Bouddha qui est en nous, c'est le programme de l'univers. En fait, vous voyez, autour de nous, nous ne voyons rien. Parce qu'il y a des énergies qui passent, qui circulent comme ça. Et maintenant, il faut savoir comment faire activer recevoir. C'est comme le portable. On branche pour recharger. Il faut savoir comment recharger cette vibration universelle qui est tout autour de nous. Alors pourquoi j'enseigne l'acupuncture sans aiguille? C'est parce que quand quelqu'un qui est incurable, comme le cancer par exemple, ou toutes les maladies incurables, l'Alzheimer, tout ça, et comme à cause de notre ignorance, on croit que la solution est dehors. Et en fait, on peut guérir nous-mêmes. Vous connaissez des chakras. Vous voyez, il y a chakra ici, là. Il suffit de savoir comment l'activer, de dire ouvrir ces chakras-là, on peut déjà guérir nous-mêmes sans maladie. Et en fait, nous sommes malades, c'est parce que, à cause de nos maladies
émotionnelles. La haine, La colère, l'énervement, le mépris, la prétention. Tout ça nous donne une maladie. Alors ce que j'enseigne, acquérir cette notion de l'acupuncture. En nous, nous avons 700 points d'acupuncture. Et quand j'enseigne ça, une personne qui est diabétique, qui vient me dire, j'ai ce problème-là, mon docteur m'a dit qu'il faut prendre des médicaments à vie. Mais ce n'est pas prendre des médicaments à vie qu'on n'a plus de diabète. Ça empire. Alors là, en fait, la vérité, c'est que vous pouvez guérir vous-même. Mais maintenant, il faut que vous sachiez la différence entre être un Bouddha et un mortel comme nous. Nous sommes des mortels. La différence entre un Bouddha et un mortel, c'est que il faut savoir débarrasser de nos illusions, c'est tout. C'est juste ce passage. Alors, quand j'enseigne la technique, j'enseigne d'abord les techniques de point d'acupuncture qu'on touche soi-même, qu'on guérit soi-même, et puis aussi j'enseigne une technique comment développer cet état de Bouddha. En fait, nous tous, nous avons 10 états de vie. 10 états de vie. L'état de vie en bas, numéro 10, c'est l'état d'enfer. Et c'est très facile de rencontrer de savoir des gens qui sont contrôlés par l'état d'enfer. Il y a une vérité universelle qui dit, si nous voulons savoir l'esprit de quelqu'un, écoute bien ce qu'il dit. Notre ignorance, c'est qu'on a tendance à parler trop. Vous voyez, quand on est dans un restaurant ou n'importe quel, vous voyez, c'est comme un rucher, les gens parlent, vous voyez, les abeilles là. Ils parlent pour ne rien dire que l'abeille. Non mais les abeilles c'est plus efficace, elles font des choses. Alors c'est très important qu'il faut apprendre à écouter. C'est très important. Et en fait, vous voyez, ce qui est magnifique, que si on arrive à activer cet état de Bouddha en nous, eh bien, on a la paix immédiate. Jacques est en plein nirvana, justement. Alors, la différence, comme je l'ai expliqué déjà, nous avons 10 états de vie, il y a l'état d'enfer, alors il suffit de côté, et les gens qui sont dominés par l'état d'enfer, ils commencent à se plaindre. Mon mari comme ça, monsieur François Hollande, c'est pas bon, il faut changer. Vous voyez, il y a toujours des plaintes. Mes enfants, ce qu'on appelle l'état d'enfer. Alors il faut savoir qu'on est contre l'état d'enfer et travailler sur nous pour activer cet état de Bouddha. Et après, il y a l'état d'habilité. Habilité, c'est-à-dire que, encore, chez Yarnaya, 2 milliards. Mais attention, l'état d'habilité ne veut pas dire seulement financier. Hein. Il y a d'autres choses. Hein. Par exemple, quand on est marié comme M. Toscane, on veut beaucoup de femmes. Vous voyez. L'état d'habilité, il y a beaucoup de niveaux. Voilà. Et après, on a l'état d'animalité. Voilà, qu'est-ce que c'est l'état d'animalité? Quand on jette un morceau de viande à 2 chiens, un tout petit chien, Chihuahua, et puis un grand berger allemand. Alors, les deux foncent sur. Tout ce qu'ils sachent, c'est foncer sur le morceau. Et puis, comme le petit, il va plus vite que le grand, parce que le grand il est plus lourd. Et puis, quand le grand il voit, il va attraper, il va. Alors le petit, il a son état de là quand même, hein, parce que toutes les choses autour de nous, il y a 10 états de vie. Quand il se regarde, il sait que le camp, il va faire une bouchée, c'est tout. Il arrête. Ce qu'on appelle, quand on est contrôlé par l'état d'animalité, on veut contrôler les autres. Le mari veut contrôler
sa femme vous contrôler. Et surtout, maintenant, dans ce problème maintenant des djihadistes et tout ça, ils veulent contrôler le monde. Ces gens-là sont contrôlés par l'état d'animalité, c'est tout. C'est si simple que ça. Vous voyez, pourquoi il y a des djihadistes qui mettent... oui, je veux dire ce qui s'est passé en janvier. Ces gens-là, ils sont manipulables. Alors, pourquoi on est manipulable? C'est parce qu'on est contrôlé par cet état, et puis les gens... Mais c'est quelqu'un qui est à l'état de Bouddha, eh bien, il peut pas être manipulé. Voilà. Et après, vous avez l'état de colère. J'ai toujours remarqué quand je suis dans les transports communs, le père ou la mère dit « Arrête, hein, je vais me mettre en colère ». Cette explication est erronée. C'est pas par les menaces qu'on décide de contrôler nos enfants. Vous savez, la colère. Alors les gens, juste parce qu'ils ont commis quelque chose et puis que le cerveau est s'est trompé, et puis la personne s'énerve. Alors le fait d'être en colère, ça nous rend malade aussi. Vous voyez? Et après l'état d'étude. L'état d'étude, il y a des gens qui pensent je veux avoir un statut prestigieux, social, il faut que j'ai un marché ceci, cela. Mais vous voyez, un diplôme ne veut rien dire. Si on n'a pas de sagesse, c'est très important. Et avoir la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Vous voyez, l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est être capable de faire son boulot. Boulot de dentiste, boulot de premier ministre, de sénateur ou de président. Mais la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est savoir quand parler et quand se taire. La sagesse, c'est savoir quand être en colère, à qui, à quel moment et à quel degré. C'est ça la sagesse. La sagesse est savoir quand avancer et quand reculer. C'est très important. Alors, quand on est contrôlé par l'état d'étude, eh bien, on pense, je veux un diplôme, mais sans sagesse. Et après, on a l'état, ce qu'on appelle l'état du bonheur temporaire. Et l'état du bonheur temporaire, c'est l'état qui a un état très dangereux. Ça veut dire que nous tous, nous sommes ignorants que les gens, quand je demande, c'est quoi vos désirs ardents, ce qu'on vos rêves? À moi, j'ai tout ça, j'ai un beau mari, de beaux enfants, une belle voiture, une belle maison, ce qu'on appelle l'autosatisfaction, c'est pas bon. Ça, c'est très dangereux. Et en fait, pourquoi cette planète Terre on a des problèmes, hein. Ça c'est sûr, hein, d'accord? Surtout cette année, jusqu'à le 2 février 2017. Parce que cette planète Terre est dirigée par des chefs d'État qui sont contrôlés par l'État qu'on appelle du bonheur temporaire. Pour eux, il suffit de ramasser et puis on laisse les autres crever. C'est leur job. Et après, tout à l'heure, vous avez parlé de Bodhisattva. Enfin, en fait, Bodhisattva, c'est un état aussi, mais avant l'état de Bouddha. Bodhisattva, c'est quelqu'un qui pense aux autres, qui sert les autres, quelqu'un de serviable. Surtout dans toute religion, ils pratiquent cet état de Bodhisattva. C'est-à-dire qu'ils donnent à manger gratuitement, tout ça, oui, c'est ça. Et le 10e, c'est l'état de Bouddha, voilà, l'état de Bouddha, la différence, comme je vous ai déjà dit, pour être activé par l'état Bouddha, c'est quoi? Il faut travailler sur nous pour qu'on ne soit plus contrôlé par nos illusions. Ouais, merci. Merci beaucoup pour ce rappel, cette explication. Pas intéressant. Oui,
C'est déjà assez de travailler. C'est déjà pas mal. Oui. Alors, puisqu'il reste une petite demi-heure avant les mots de la fin, donc on revient à... Voilà. Oui, moi, bon, j'étais... C'est intéressant. Non, mais je vais pas. Voilà. Non, mais on parle pas tous en même temps. Et après, je parle Oui, levez la main, oui, voilà. C'est pas Et méchant. après, je parle. Oui, gardons les quelques règles, le dharma, la loi. Voilà. La loi, c'est lever la main, oui. Frédéric, ensuite Alors, Yves et donc, Marie-Laure. moi, j'étais évidemment très intéressé par l'intervention de monsieur. Ce que je voudrais, enfin, ce que j'aimerais, c'est y voir un peu plus clair sur certaines choses. Un problème que je me pose déjà depuis un certain temps par rapport à ces réunions Tao, c'est toujours, bon, madame a parlé du mental, très bien, mais on a l'impression qu'il y a, bon, le mental c'est mécanique, c'est automatique, c'est pas, mais il y a, je voudrais, enfin, j'ai l'impression que derrière ça, il y a aussi un peu une condamnation de la pensée et du logos de la tradition grecque qui est la nôtre. Et ça me gêne un peu, parce que je pense que la pensée, c'est pas que de l'automate. La pensée, elle peut avoir des pensées intelligentes, des pensées pas du tout conventionnelles, pas du tout, qui ne viennent pas du tout des autres, ou de notre réaction, de notre état réactif, et qui sont éventuellement des créations aussi, qui peuvent être très utiles et qui peuvent nous amener aussi à une certaine sagesse, si on pense, si justement, pour sortir de l'illusion, il faut aussi être un peu quelque part intelligent, aussi une forme d'intelligence, je pense, ça peut aider de sortir de l'illusion, de voir les choses telles qu'elles sont. Si quelqu'un nous agresse, concevoir par exemple cette personne est en fait dans un état de souffrance, et elle nous agresse pour cette raison-là, et pas parce que, en fait, c'est un malentendu souvent. Moi je sais que je suis souvent victime parce que je suis un peu rude, donc d'abord, hein, tu le sais Jean-Luc, je suis un peu, disons que je suis pas très dans la concession, quoi. Je dis les choses telles que je les pense. Voilà. Je n'aime pas, je n'aime pas le louvoyer, j'aime pas dire, dévoyer ma pensée sous prétexte de faire plaisir ou de ne pas choquer. Donc ça, des fois, j'ai des problèmes avec ça. Et donc, et souvent, tu l'as observé, hein, on est dans le malentendu, c'est-à-dire que je me fais haïr par certaines personnes parce que il y a... Bon, il est un peu fort, mais c'est un peu Oui, attaqué. ça un grand mot, mais enfin, Oui. j'ai des problèmes avec certaines personnes parce que justement, on est dans le politiquement correct, hein, dans notre univers Non, mais on est des êtres de occidental. compassion, là, ça va. Oui. Ici peut-être, mais ailleurs. Et donc, on est actuellement, on est quand même dans le politiquement correct. Il faut le dire, c'est très difficile de dire vraiment ce qu'on pense. Ah oui. Or, on ne pourra pas sortir de l'ornière dans laquelle on est, où est le monde occidental, si les gens ne disent pas réellement ce qu'ils pensent. Enfin, il me semble, si on est tout le temps dans le paraître et dans le politiquement correct, et voilà. Donc, moi, je suis un petit peu, toujours un peu gêné quand on attaque la pensée, quoi. Parce que je pense qu'il n'y a pas que du mauvais dans la pensée, même si à un moment donné, il faut peut-être faire le silence en soi pour laisser la place à autre chose, hein, je suis d'accord, mais je ne peux pas condamner, enfin, ça me gêne. Non, mais je suis d'accord condamne avec la toi, pensée. mais c'est pas du tout ce que j'ai ressenti Mais dans elle a les parlé du mental, interventions. elle n'a pas Voilà. parlé, voilà. Et puis c'était un moment pour tout, il y a un moment, il faut effectivement... Oui, tout à fait. Voilà. Il n'y avait pas du tout de contradiction. Moi, j'ai rencontré dans ma entre vous, vie voilà. des gens extrêmement intelligents qui étaient sages aussi, quoi. Je veux dire, Je voudrais dire quelque c'est chose. pas incompatible, quoi. Hein. Oui. Non, mais je voudrais juste... Il y a une Voilà. confusion. Enfin, Oui, non, mais c'est pour ça que Voilà. cette confusion me gêne un peu, quoi. Oui, alors Yves, et ensuite on revient à l'autre Yves, j'allais dire l'autre Yves. Non, tu veux pas? Ou Marie-Laure, après Yves, voilà. Non, mais si tu veux rebondir, autant Oui, carrément. mais courte réponse, oui, non. Voilà, pour C'est- rebondir. Tu as bien évoqué tout à l'heure que le bouddhisme est issu de l'hindouisme, pour pas dire une... Bon, il est issu, donc c'est quelque chose qui est très très proche dans beaucoup de ses fondements. Et au cœur de la pensée indienne, il y avait cette idée que, et c'est la grande idée en fait qui a donné naissance à tout ce courant de la méditation, c'est l'idée que on doit se libérer ici sur Terre. Et la conclusion, pour moi, est géniale de leur part. Ils se sont aperçus d'une chose très simple. Il y a la vie, ouais, on est là, et il y a la mort. La mort, on ne sait pas. Donc, pour aller dans cet au-delà vivant, comment on peut faire? Ils ont élaboré des techniques, Patanjali, et le bouddhisme a été encore beaucoup plus loin dans cette voie-là,
la cessation de la pensée est la condition première pour découvrir quelque chose d'autre. Sinon, ce n'est pas qu'il rejette la pensée, puisque bien au contraire, il y a toute une préparation qui justement est très intellectuelle, enfin, qui est un affinement du mental et du raisonnement, ça va très très loin. C'est l'observation, voilà. L'observation. Voilà. Mais arrivé à un moment, ben, il faut, c'est une théorie, hein, c'est la leur, et très schématiquement, mais c'est ça, il faut arrêter le mental, voir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Par des tas de techniques, alors le zen c'est les koans, c'est l'élimination soudaine, pour le Theravada c'est une pratique longue, minutieuse. Parce que la pensée et le mental c'est la même chose. C'est aussi ça qui me gêne un peu. Si, non, absolument. Pour eux, c'est une seule et même chose. Ah, d'accord. Voilà, c'est une chose. Les bouddhistes disent tu ne dois pas être gouverné par ton mental, mais tu dois tenir les rênes de ton mental. Mais c'est pas un mépris, c'est une théorie, c'est un acte, c'est un raisonnement qui est génial d'un certain côté. Pour pouvoir découvrir autre chose, on sait très très bien que tout ce que l'on va faire dépendra du mental. Tous nos raisonnements, on peut avoir un doute. C'est un peu à la Descartes, c'est des Descartes les Indiens en fait, d'un certain côté. Ils se sont dit que toutes les élucubrations humaines, même les plus sophistiquées dans la religion au niveau le plus élevé, sont finalement une émanation quelque part du mental. Ça peut être une illusion. J'ai cru entendre Dieu. Bon, ils rejettent tout ça d'un certain côté. Ils se disent, ok, c'est dans le vide, dans l'au-delà de la pensée qu'on va trouver ça. Et toutes les techniques de la méditation sont des techniques de la cessation de la pensée. Alors c'est osé, hein, comme technique. C'est peut-être pas le vide, c'est peut-être l'absence. La cessation, pas le vide. C'est la première phrase de vide. C'est le mot cessation. Non, c'est la cessation. C'est pas le vide. C'est le premier verset du livre de Patanjali. Le premier verset. Et il est fondamental et toute l'école après du bouddhisme repart de là. La cessation de la pensée. Mais c'est pas du tout un mépris ou un rejet. Ils sont très très... Enfin, c'est spirituel, quoi. C'est un choix. Ils se disent, bon, justement, ce monde est souffrance, comment on va s'en sortir? C'est une voie. Et il y en a d'autres. Hein. La compassion, comme tu as dit, une très belle voie aussi, dans l'hindouisme ou autre, il y en a plein d'autres. Hein. Merci. Alors, écoutons Marie-Laure. Oui, alors moi, je souhaiterais dire deux choses dans ce débat intéressant. Alors d'abord, je vois faire référence à Krishnamurti, parce que pour lui, la méditation, c'est un état d'esprit qui domine la pensée. Voilà. Donc dans notre mot, c'est un peu ce que tu disais, et toi aussi, c'est lui. Donc, voilà. Et étant considéré que la pensée nous balade un peu partout, sans aller à l'endroit. Voilà, tu dis ça, c'est ça. Voilà, donc ça peut être quand même très intéressant comme pratique. On a tous un peu pratiqué la méditation et il faut qu'on constater les vertus. Deuxième point, c'est que j'aurais souhaité reprendre l'idée de Nietzsche dans la situation actuelle, situation de la société. Bon, moi je pense que si on l'adapte à la situation de jour, c'est quand même un peu utopique. Parce que l'Occident finira. L'Occident est fatigué de souffrir, c'est vrai, mais il est fatigué de souffrir, mais il souffre encore. Notamment, on peut parler des problèmes de violence. Et jusqu'à preuve contraire, le bouddhisme prêche la non-violence. C'est quand même un des principes fondamentaux. Voilà. Et il y a aussi le fait qu'il y a le problème de l'impermanence des choses, qui est alimenté par le désir. Et c'est ce même désir qui est dans la souffrance. Voilà, donc pour moi, c'est quand même un obstacle essentiel qui fait que on n'est pas vraiment sur ce chemin ce jour. Voilà, on n'est pas sur ce chemin-là aujourd'hui, quoi. On est loin, on est encore loin de... Malgré justement le bouddhisme et tout ça, c'est très juste ce qu'il dit là. On déplace le ici, c'est la chaise là. C'est où c'est plus proche. Ah d'accord, il y a une place ici, puis il y a une place ici. Sinon prenez une chaise à côté de monsieur, là, puis mettez-vous toutes les deux ensemble, là, voilà. Serre-toi un peu, tiens. Voilà. Voilà, bienvenue. Bienvenue. Je veux savoir si... Alors Madeleine. Je veux savoir, monsieur, si le mental est la même chose pour vous que pour la fonction qu'on lui donne en Occident. Madame
bien défini qu'il n'y a pas de mal de penser, si c'est cela, il n'y a pas de mal. Et quand on dit qu'il faut, il ne faut pas laisser, passer son temps à son mental, c'est déjà une attitude qu'on appelle une attitude obsessive. En fait, avec le bouddhisme, vous voyez, il n'y a pas de bien et de mal. Tout dépend de nous. En fait, il faut savoir utiliser le mental au bon moment. Parce que quand on dit mental, penser bien ou mal. C'est ça. Alors, il faut savoir quand penser bien ou mal. Alors, le mental, c'est bien, mais il faut savoir quand. Voilà. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas de bien et de mal. Dans le bouddhisme, tout dépend de circonstances, de la situation, à qui, tout ça. Juste, ouais, merci de l'avoir rappelé. Il n'y a pas cette moraline dont parle justement Nietzsche, il n'y a pas ce jugement. Et ça, c'est très important dans le bouddhisme, qui fait aussi sa force. De ne pas culpabiliser. On peut faire des erreurs, on peut se tromper. Il y a des erreurs, il n'y a pas de péché, il n'y a pas l'idée de péché dans l'Église, c'est l'idée d'erreur plutôt. Et ça, c'est ce qui peut aussi séduire les intellectuels en Occident. Cette non-culpabilisation dans le bouddhisme. Ça rejoint, Madame l'a dit, il faut tenir les rênes de ce qu'on pense. C'est ça, tenir les rênes. C'est-à-dire, en fait, il faut. En fait, l'état de Bouddha, c'est quoi? Quand on dit l'état de Bouddha, c'est l'état de la sagesse suprême. Savoir quand agir au bon moment. C'est l'état de la maturité suprême. C'est l'état de l'équilibre suprême. Voilà, en fait, c'est ça. Il faut, pour atteindre cet état-là, on arrive à jongler. Mais de toute façon, personne n'est parfaite. Et ce qui est beau, c'est que nous sommes 7 milliards d'êtres humains, nous sommes tous uniquement, et le but des réunions ici, là, l'état de Bouddha, c'est l'état d'équilibre suprême. Et c'est quoi la première définition de l'équilibre? C'est apprendre le meilleur de l'autre et donner le meilleur de vous-même. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous apprenez le meilleur de moi et je vous apprends le meilleur de Bernard et de tout le monde. C'est ça le but, l'équilibre suprême. Deuxième définition de l'équilibre, c'est quoi? Et ça rejoint ce qu'on est en train de discuter sur le mental. La deuxième définition, c'est que le bien, penser, on pense bien ou mal. Le bien, ou faire du bien, mais au mauvais moment devient le mal. Et puis le mal, penser mal, mais au bon moment, ou faire mal, c'est quoi? Tuer, ou jurer, ou insulter, etc. Nuire les autres, mais le mal au bon moment devient le bien. Il suffit de savoir comment jongler, c'est tout. Et c'est ça qu'on appelle l'état de Bouddha. Qu'on retrouve aussi dans le Tao, d'ailleurs, qui est le jongler. Il faut savoir jongler dans la vie. Alors, on a Jacques, parce qu'on se rapproche tout doucement des mots de la fin, mais il reste encore quelques minutes pour ceux qui n'ont pas encore parlé, comme Jacques, ça tombe bien. Oui. Alors moi, ce que je retiens, c'est deux choses. C'est le fait de faire le vide. C'est-à-dire, faire le vide, ça veut dire terminer un cycle. C'est-à-dire que pendant un cycle, on accumule des choses. C'est un peu une forme de nettoyage, en fait. Hein. Dans une journée, on se salit. Il faut se nettoyer. Il faut faire le vide, c'est aussi nettoyer forcément ce qui a pu s'accumuler, qui a pu se poser sur nous. Donc, celui qui ne sait pas se laver, il a un problème. Celui qui n'arrive pas à enlever ce qui s'est collé sur lui, c'est un problème. Et deuxièmement, il y a aussi la question de pouvoir, c'est un peu paradoxal d'ailleurs, pouvoir sécréter quelque chose, c'est-à-dire pouvoir générer quelque chose. Qui, comme a dit Jean-Luc, c'est-à-dire quelque chose qui vient de nous et qui ne vient pas de l'extérieur. Donc ces deux exigences sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut se nettoyer pour que notre outil fonctionne en quelque sorte. Une machine qui est mal nettoyée, elle ne fonctionne pas. Donc il y a à la fois l'idée de la nettoyer
et à la fois, une fois qu'elle est nettoyée, eh bien, elle va fonctionner. Et si elle ne fonctionne pas, à ce moment-là, on va être obligé de prendre de l'extérieur, ce qui est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va donc se salir, etc. Donc effectivement, ce que j'ai retenu, c'est l'idée d'une sorte d'autosuffisance, arriver à une sorte d'autosuffisance, c'est-à-dire que nous avons en nous-mêmes des outils qui sont suffisamment valables si on les nettoie, si on les entretient, si on les maintient correctement, pour ne pas avoir besoin de faire appel à l'autre. Donc d'ailleurs, faire appel à l'autre, c'est toujours un signe d'échec quelque part. Avoir besoin d'être aidé par l'autre, c'est aussi un signe d'échec quelque part. Voilà, donc effectivement, voilà moi comment je situerais le problème aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'effectivement, nous dépendons trop d'éléments extérieurs et nous ne savons pas nettoyer correctement nos propres outils. C'est une belle métaphore, effectivement, de nettoyage. Très parlante, merci en tout cas. Alain? Je vois que tout l'après-midi, on a arraché mes mots de ma bouche. Je suis désolé. Non, bref. J'étais étonné déjà par la citation de Nietzsche. Je dis, ah bon, il a dit ça, lui? Et donc moi, je suis magnétiseur, thérapeute. Et j'ai un chemin, je suis venu à ce niveau-là grâce aux arts martiaux. Et dans les arts martiaux, on utilise une certaine méditation qui vient de la méditation plutôt zen, voire chan, puisque les moines de Shaolin pratiquent le bouddhisme chan. Et à travers ce cheminement, j'ai découvert la méditation, et donc en Valroute j'enseigne la méditation. Et comme je suis magnétiseur, j'utilise différentes techniques telles que le Reiki. Le Reiki, vous connaissez le Reiki. Les origines du Reiki remontent aussi à l'Inde, parce que c'est basé sur du sanskrit à l'origine. Et de plus en plus aujourd'hui, on fait appel à moi pour que je les aide. Je rejoins Jacques un peu et je rejoins Marcel, c'est plus simple. Hein. Et c'est vrai que de plus en plus, actuellement je traite une amie qui est aux États-Unis, donc à distance, à travers les technologies modernes et tout. Et récemment, je lui ai dit, ben voilà, tu vas trouver tes sources dans tel livre, des très bons livres, hein, entre autres pour la gestion des émotions. Mais surtout, je lui ai dit, mais il est temps pour toi de découvrir ton docteur interne. Donc ça rejoint ce que Marcel et Jacques disaient. Et c'est vrai, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Je n'ai pas toutes les informations. Beaucoup des problèmes sont basés souvent sur les émotions, sur le mental aussi, sur le physique, voire sur l'héritage ancestral, spirituel, peu importe comment on le nomme. Et quand finalement on est là, moi je suis là pour aider les personnes à se découvrir elles-mêmes. C'est ma dimension aujourd'hui, quelle que soit la personne. Parce que tout le monde ici, on a raison quelque part, mais on a aussi tort. On a les deux. Et une des choses récemment que j'ai commencé à parler de ça, c'est que souvent, on voit ce qui est négatif dans les personnes, parce que c'est l'habitude. Hein, on a cette habitude de critiquer, tout ça, mais on ne voit pas ce qui est bien dans la personne. Parce qu'il y a cette partie qui est là. Et cette dualité qui est là. Donc, c'est pour ça que je dis que finalement, quelque part, c'est à nous de nous découvrir qui nous sommes à ce niveau-là. C'est à nous de nous découvrir. On s'est découvert, mais on n'a pas fini. C'est un cheminement qui continue. Et ça se fait pas seulement tout seul, parfois j'entends ma fille, elle me dit des choses. Ça y va. Il y a des choses intéressantes. Elle a 17 ans, la deuxième. L'autre, elle est au Canada. Et parfois, elle vient me confronter. Quoi. Donc, le chose ne se fait pas seulement tout seul. On a besoin de chacun.
Mais en premier, il faut bien commencer il faut commencer à se découvrir soi-même. C'est pour ça, à s'arrêter, à prendre du temps. Et je dirais que dans mon expérience personnelle, le bouddhisme, malgré que je suis une autre spiritualité, a été un apaisement pour moi. Ça a été un apaisement, parce que j'étais un homme de colère. Vraiment de colère. Quelque chose qui... Et ça m'a ouvert des portes. Ça ne veut pas dire que je me suis converti au bouddhisme, même si je fréquente des temples. Et donc il y a différentes sortes de bouddhisme. Mais quelque part, comme disait Marcel, on peut tous devenir le Bouddha de soi-même. C'est ce que je dirais. Merci Alain pour ces belles paroles. Avant de passer bientôt au mot de la fin, parce qu'il est 6 heures, le troisième mi-temps, il faut voter un sujet aussi. Il y a quand même une belle coïncidence, parce que c'est vrai qu'on a été souvent avec Alain au temple de Ananda, le temple sri-lankais. Voilà. Et justement, la coïncidence, c'est que Mélanie qui vient d'arriver, elle fréquente ce temple. Ah bon, Mélanie. C'est une bouddhiste sri-lankaise. peut-être que tu m'as vu là-bas. Mais on en reparlera, voilà. Ben, elle fréquente le même temple où je vais avec Alain. C'est un ami personnel d'Alain, c'est à la Courneuve. Ouais. C'est un monsieur charmant. D'ailleurs, c'est le premier traducteur, c'est le premier traducteur en Sri Lankais de la poésie de Verlaine. Voilà. Poète préféré d'ailleurs. Oui, donc coïncidence aussi, le Tao permet ça. Voilà. Coïncidence. Alors, priorité à ceux qui n'ont encore rien dit avant les mots de la fin. Alors, peut-être nos jeunes arrivés, si vous voulez dire quelque chose sur le bouddhisme en général, hein, parce que si vous avez mis un peu en retard, vous avez des choses avant. Si vous voulez dire quelque chose. Bien, moi donc je me présente, je m'appelle Mélanie Crescent, donc je suis les cours de SH. Sciences humaines, hein, SH, je précise. Sciences humaines. Mais en silence, voilà. Encore bien. Voilà, pour les ouais, c'est des cycles aujourd'hui. Voilà. Oui, donc par rapport à moi, ce que je peux dire de mon point de vue, donc moi je viens du Sri Lanka, donc je suis bouddhiste depuis ma naissance, on va dire. Donc c'est vrai que, oui, voilà. Donc au niveau de, moi je pratique, je veux dire c'est un peu différent de ce que les occidentaux pratiquent, parce que moi je le pratique aussi en termes de religion, donc on a des prières, des rituels à réciter, tout ça. Mais au-delà de ça, ce que ça m'a apporté vraiment, c'est vraiment une éducation qui favorise aussi le partage, l'écoute de l'autre, le respect des parents, tout ça. Donc c'est vrai que si j'avais pas eu l'influence du bouddhisme sur ma vie et ma façon d'être, je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça contribue beaucoup aux valeurs qu'on a inculquées, donc le partage, la gentillesse, tout ça. Donc je dis pas qu'on ne peut pas être en colère, parce que forcément on est tous êtres humains, donc il y a forcément des périodes